Bonjour les gens, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture, le premier du mois de juin, qui est un peu moins fourni pour l'instant que le mois de mai, mais peu importe, l'essentiel c'est de se faire plaisir avec ces lectures. Vous pouvez très bien lire 15 livres un mois et 3 le mois suivant, du moment que vous passez du bon temps, je pense que c'est l'essentiel. Ma première lecture de ce mois de juin fut Cultiver votre bonheur de Sophie Machaut aux éditions Erol. C'est un livre de développement personnel dans lequel vous allez pouvoir, grâce auquel plutôt, vous allez pouvoir faire le point sur votre vie, sur où vous en êtes dans les différents domaines, que ce soit domaine personnel, domaine social, domaine professionnel. Vous allez pouvoir faire le point sur vos relations. Vous allez pouvoir tester des exercices qui sont proposés à chaque fin de chapitre pour avancer et mettre en place des actions, justement. Parce que c'est quand même ça le but dans ce type de livre, à mon avis. La particularité, l'originalité de ce livre, c'est la métaphore filée autour du jardinage, du potager, le potager de votre vie dont il faut faire l'inventaire, voir ce que vous avez envie de semer comme petites graines, faire attention aux mauvaises herbes, qu'elles viennent de vous parce que vous ne prenez pas soin de votre potager ou qu'elles viennent de l'extérieur parce qu'il y a des mauvaises herbes qui essayent de vous envahir, etc., etc. Vous l'aurez compris, c'est la métaphore qui tient lieu de guide, de fil conducteur tout au long de cet ouvrage. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais acheté, parce que je trouvais ça très original. Les illustrations aussi sont assez sympas, la façon dont c'est mis en page en fait dans le livre le rend assez aéré et du coup agréable à lire. Ceci étant, pour moi c'est un semi-échec, dans le sens où la métaphore est trop présente à mon goût. Je l'avais beaucoup appréciée au niveau de la structure du livre, au niveau des chapitres, etc. Mais c'est assez redondant également dans l'écrit, dans l'intérieur. La personne utilise beaucoup aussi de petits mots, de petits surnoms pour donner, par exemple pour parler de son amoureux ou pour parler de ses filles, etc. Elle utilise des surnoms, des petits noms, un peu à la mode de réseaux sociaux, hashtag et compagnie, et c'est pas mon truc. Moi, ça me bloque dans un livre en fait parce que j'ai l'impression que elle essaye de faire de moi, je sais pas. En fait, je sais pas quelle est son intention en écrivant ça, donc je vais pas aller trop loin là-dedans, mais en tout cas, moi, ça me décroche de l'écriture, on va dire. Et ce livre-là est tout à fait bien pour vulgariser certains concepts, notamment des concepts de la psychologie positive, mais pour faire simple, mais c'est normal en même temps puisque je travaille dans le même domaine que cette personne, pour faire simple, nous avons lu les mêmes livres. Donc la synthèse qu'elle tente de faire dans cet ouvrage est une synthèse que j'ai déjà fait de mon côté, mais ça, elle y est pour rien, donc ça ne change rien à l'intérêt de ce livre pour des novices ou pour des personnes qui démarreraient dans le domaine du développement personnel. Sans compter que la bibliothérapie, comme on dit, qui est à la fin, est assez intéressante et elle conseille de nombreux ouvrages que j'ai moi-même dans ma bibliothèque et que je trouve effectivement très intéressants. Donc voilà, selon ce que vous recherchez, je pense que ça peut être un bon premier livre pour quelqu'un qui voudrait apprendre à s'épanouir, à se faire confiance et à faire le point sur sa vie tout simplement. J'ai ensuite lu La couleur pourpre, ou plutôt j'ai relu La couleur pourpre dans le cadre d'un de mes challenges également, et ça a été un réel plaisir parce que je pense que je l'ai lu il y a très longtemps, sans doute quand j'avais entre, on va dire, autour de 12 ans, peut-être 10-12 ans. Et je connais surtout le film également de Spielberg qui est un chef-d'œuvre, mais j'avais oublié, je crois, la façon dont le livre racontait cette histoire, contrairement au film qui m'avait beaucoup marqué. Donc ça a été presque une découverte, une redécouverte, mais presque une découverte. Qu'est-ce que raconte ce livre? Ce livre raconte l'histoire de deux sœurs qui vont être séparées quand elles sont assez jeunes, parce que l'une d'entre elles va se marier à un vieux monsieur, ou en tout cas un monsieur plus âgé qu'elle, dans toujours cette, on va dire, ces états du sud des États-Unis, cette période où malheureusement les noirs ne sont pas les égaux des blancs, on ne sait toujours pas pourquoi, bref, c'est pas le sujet. Et voilà, vous avez cette vie au quotidien de cette famille noire dans cet état des États-Unis,
vous avez toute cette culture autour de la position de la femme qui n'a pas son mot à dire, qui est là pour servir l'homme, qui doit la tabasser pour qu'elle lui obéisse, parce que sinon si elle ne la tabasse pas, c'est normal qu'elle n'obéisse pas, enfin bref. Voilà, ce genre de vieux concepts qui ont existé, qui existent encore chez certains attardés, bref. Et voilà, et vous avez cette quête perpétuelle, cette histoire, cet échange épistolaire en fait entre une sœur qui écrit à l'autre et inversement, et vous découvrirez deux pans de leur vie en fait. Et c'est beau, voilà, c'est très beau en fait. Et ce qui fait la richesse de ce livre, à mon avis, c'est qu'en fait, l'une comme l'autre, elles s'écrivent mais sans jamais recevoir l'émissive de l'une et de l'autre. Donc ce sont des espèces de bouteilles jetées à la mer où le quotidien est raconté dans tout ce qu'il y a de plus cruel et de plus beau en même temps. Et l'évolution des personnages, notamment un en particulier, qui est particulièrement exécrable et qui en fait on arrive presque à éprouver, peut-être pas de la tendresse, mais de la pitié ou en tout cas de la compréhension pour ce qu'il est. Moi ça m'a beaucoup touchée en fait, ça m'a beaucoup retouchée, j'ai eu l'impression que c'était la première fois que je le découvrais en fait, je trouve ça génial. J'ai souvent assez peur de relire des livres que j'ai déjà lus par peur d'être déçue, mais là c'est à nouveau un coup de cœur en fait. Je suis même pas sûre que c'était un coup de cœur à l'époque où je l'ai lu parce que j'avais peut-être pas le recul adulte qu'il fallait pour bien comprendre l'histoire, mais là ouais, c'est un coup de cœur en fait, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai ensuite lu Apprentissage, tu diras un jour, tu diras de Jean-Michel Testard. Alors ce livre est très particulier pour moi tout simplement parce que c'est mon papa qui l'a écrit. Donc forcément, ne me demandez pas d'être objective sur ce livre. Voilà, c'est mon père qui est ce qu'on appelle un marchand de tapis. Assez communément, mais qui est surtout un homme passionné d'art. Il est peintre orientaliste. Il va par monts et par vaux pour trouver voilà, des objets de ces pays orientaux, de ces pays en stan, comme je dis, Afghanistan, Azerbaïdjan, et tout ça, et tous ces trucs qu'on ne sait même pas placer sur la carte. La Mongolie également, enfin voilà, c'est sa vie, c'est le papa que je connais. Et là, dans ce récit, il a décidé de partager avec nous une période de sa vie, peut-être, durant laquelle il aurait fait un voyage en Afghanistan pour apprendre à tisser des tapis, mais aussi à tisser des liens. Et en fait, ce livre est là pour faire écho aux conférences qu'il fait un peu partout en France et surtout dans le sud, puisqu'il est dans le Gard, pour parler de l'apprentissage, c'est-à-dire tisser des liens, renouer, voilà, tout ce vocabulaire qu'il peut y avoir en fait en parallèle entre les tapis au niveau des nœuds, au niveau des dessins, au niveau des structures et la vie de tous les jours, le fil de la vie. Donc c'est voilà, toute une imagerie autour du lien. Je ne peux pas le lire autrement en fait, c'est vraiment ça. Le récit d'un jeune homme qui décide de quitter sa ville de Valence pour monter à Lyon, rencontrer un marchand de tapis qui va lui donner sa chance et qui va l'envoyer donc en Afghanistan pour apprendre auprès d'un vieux maître comment faire vivre le tapis. Et bien sûr, vous avez derrière le vivre, être soi, comprendre les liens entre les gens, etc. C'est un tout petit livre avec une partie donc récit et puis à la fin quelques pages, je vais essayer de vous montrer ça, quelques pages pour vous parler justement de ces motifs que l'on peut retrouver sur les tapis. Personnellement, je suis fan des tapis Kilim par exemple, je les trouve magnifiques et je sais pas comment vous en parler parce qu'en fait, je suis pas sûre que ce sera un sujet qui pourra intéresser peut-être les gens qui suivent cette chaîne, mais je trouve ça super mignon parce que ça m'a rappelé un peu, dans une écriture beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus humble, ça m'a rappelé un peu le domaine de Paulo Coelho, c'est-à-dire une histoire de vie où en fait j'apprends des choses, mais au final ce que j'apprends vraiment c'est la vie. Et enfin, dernier petit livre de ce premier update du mois de juin, ce sont Les hommes sont des maîtresses comme les autres de Guillaume Cherel.
Je n'avais jamais entendu parler de ce livre, j'ai été attirée directement par la couverture, je me suis approchée en disant « Oh, c'est rouge !» Et puis après j'ai vu le titre, j'ai fait « Oh tiens, c'est rigolo de parler de maîtresse pour parler des hommes !» Donc je n'avais pas trop idée de ce qui m'attendait. Nous sommes face à un cas de ménage à trois, d'histoire d'adultère, mais raconté du point de vue de l'homme. C'est-à-dire que c'est un homme qui, 30 ans après, voit réapparaître dans sa vie l'amour de sa jeunesse. Jusque-là, rien que du classique, vous allez me dire. Sauf que là, nous sommes dans le cas de figure où c'est la femme qui reprend contact avec lui via Facebook. Donc en plus, on est dans un concept très époque actuelle. Et il se trouve que cette femme est mariée et ils vont devenir amants. Cette histoire va durer pendant 3 ans. Pendant 3 ans, nous allons suivre cet homme qui, tour à tour, est amoureux, désespéré, en colère, trahi, amoureux, désespéré, en colère, trahi, etc. etc. Et c'est très intéressant d'avoir le point de vue d'un homme qui souffre parce qu'il s'est engagé dans une relation adultère. On en prend pour notre grade, clairement. Je n'ai pas réussi à savoir quel était pour lui l'impact de l'utilisation du mot maîtresse. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très négatif pour lui, que par exemple être un amant c'est presque valorisant, alors que lui finalement n'est qu'une maîtresse qui attend bien sagement à la maison que l'être aimé réapparaisse et veuille bien prendre soin de lui, s'occuper de lui, lui faire signe de vie entre 8h45 et 8h50 ou avant 19h de rentrer à la maison. Vous voyez un peu le concept, on est vraiment dans une relation complètement cachée, complètement pourrie par le mensonge, les fausses apparences, etc. Pour ma part, je trouve que cette femme est vraiment décrite comme un personnage très manipulateur, très mesquin, avec peut-être en dessous une blessure de j'ai besoin d'être aimé, d'être reconnu et j'ai besoin de toutes les personnes capables de m'aimer et de me reconnaître. Mais malgré tout, vous avez un homme qui n'en peut plus et qui passe clairement de l'amour à la haine, au dégoût. Et c'est très chouette à découvrir en fait. Désagréable également parce qu'il n'est pas tendre. Et je pense que dopé par sa douleur, il en devient cruel à son tour et avec toutes les femmes tant qu'à faire. Mettez-les tous, mettez-les tous, mettez-les tous, mettons-les toutes dans le même panier. Et donc vous avez des généralisations autour de la femme, de ses êtres mesquins, de ses salopes, etc. etc. Mais je sais pas, c'est quand même bien fait. C'est un tout petit livre, donc ça se lit très rapidement. Et je trouve que ça apporte un autre regard sur la relation adultère et sur l'infidélité d'une façon générale. Au-delà du doit-on être fidèle ou infidèle, c'est bon, chacun fait ce qu'il veut. Nous avons quand même voilà, une question de jusqu'où est-ce qu'on peut aller par amour ou par souvenir d'amour pour une personne, parce que ça aussi c'est un rôle à jouer dans cette histoire, et jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans la cruauté envers une personne simplement pour satisfaire son petit ego, je dirais. Voilà. Donc intéressant à lire. Ça ne sera sans doute pas un livre qui me marquera pour des années et des années, mais je l'ai trouvé super intéressant parce que original dans son approche. Enfin un homme réduit à son plus simple appareil, je dirais. Et c'est pas souvent que ça arrive dans les bouquins où on nous montre des hommes fragiles, des hommes brisés, des hommes furieux parce qu'ils ont souffert par amour pour une femme en fait. Voilà. Je sais pas si vous l'avez lu ou pas, moi j'en avais jamais entendu parler, ça a vraiment été du pifomètre dans les rayons grâce à la jolie couverture. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à m'en parler également pour qu'on puisse partager sur ce sujet, aussi bien le livre que le sujet de l'amour adultère en général, si c'est quelque chose qui vous inspire. Ne sait-on jamais. Voilà, ce sera tout pour cette update lecture. J'ai encore pas mal de bouquins en cours, notamment Joyland de Stephen King et Le Magicien d'Oz, qui est ma première lecture en anglais depuis des années, donc ça avance page par page. Ce sont des lectures communes, donc je prends en plus de ça mon temps et j'y intercale d'autres petits bouquins.
Et je serai d'ailleurs en marathon à la fin du mois. Je vous mettrai le lien de l'événement Facebook si ça vous tente. Ce sera de fin juin jusqu'à début juillet, pendant une semaine, un readathon en fait. Donc si vous avez envie de vous lancer avec nous, pourquoi pas, rejoignez-nous. Plus on est de fous, plus on lit. Ciao!